à Anne-Marie Guimard, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris-Descartes, d'introduire une nouvelle séquence dans cette table ronde. Et je crois que vous commencez par un paradoxe, hein. Une vie de travail qui se raccourcit dans une société de longue vie. Bonjour. Oui, alors on change d'échelle, mais le précédent orateur a très bien effectué la transition, puisqu'il a parlé de contexte, il a montré l'importance du contexte, et effectivement, on va en venir, avec mon intervention, à ce contexte sociétal qui a des effets... non pas sur le processus du vieillissement, mais sur la manière dont on pense socialement le vieillissement et dont on le définit dans chaque société. Et vous allez voir que c'est extrêmement différent. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que on a l'habitude, surtout en France, de penser la question du vieillissement comme... il y a plus de personnes âgées, donc ça pose un problème de retraite. Et ça fait une charge des retraites, et on ajoute, c'est aussi une charge de santé. Bon. Le propos que je vais vous développer aujourd'hui, c'est que le vieillissement et la longévité amènent à concevoir autrement la répartition des temps sociaux sur le cycle de vie. Et donc, c'est les manières, c'est pas seulement la retraite, la manière dont on va sortir de la vie active, mais c'est tout l'ensemble de la vie, la manière dont on organise les différentes séquences de temps de vie qui sont remises en question par la longévité accrue. C'est-à-dire, on a l'habitude, et nos sociétés industrielles nous ont encouragés à le faire, on a l'habitude de penser la vie comme une vie à 3 temps. Il y a les jeunes en formation, il y a les adultes au travail, et puis il y a les personnes âgées à la retraite. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette organisation en 3 temps est en train de se défaire et remise en cause par le fait de cette longévité accrue, du fait que les temporalités se transforment, que aujourd'hui la formation c'est tout au long de la vie, que la vie de travail est entrecoupée de périodes d'inactivité, et donc que l'inactivité n'est plus seulement concentrée en fin de vie pour les personnes âgées, qu'il y a des interruptions tout au long de la vie active, de chômage, de séquences de retour en formation pour des conversions vers d'autres métiers, etc. On sait que les nouvelles générations vont connaître plusieurs métiers successifs. Donc l'inactivité n'est plus l'apanage des retraités, et nous assistons à une déspécialisation des âges. Toutes ces questions sont des questions importantes pour comprendre comment aujourd'hui la question de la longévité met en cause la répartition des temps sociaux telle que nous l'avons conçue, et en même temps, cette répartition des temps sociaux, nous avons fondé une série d'institutions, dont les systèmes de retraite, sur cette répartition à 3 temps du cycle de vie. Et je voudrais aussi mentionner que le vieillissement des populations est souvent abordé, précisément parce que c'est une charge de retraite qui est insupportable, c'est un coût de santé insupportable aussi, donc le vieillissement serait une catastrophe. Et on pense vieillissement en termes de plus de personnes âgées, alors que le vieillissement, ça touche aussi la population active. Et c'est là où je voudrais insister, c'est-à-dire qu'il faut travailler et produire aussi dans nos sociétés de longue vie. Il faut travailler et produire avec des personnes en moyenne plus âgées. Et qu'est-ce qu'on a fait dans nos sociétés développées, dans nombre de nos sociétés développées, pas toutes? Eh bien, on a en même temps raccourci la vie de travail. Donc on travaille aujourd'hui, particulièrement en France, avec une seule génération. Il y a une seule génération de 30 à 50 ans sur laquelle repose l'effort productif du pays.
Et c'est là où nous entrons dans évidemment, dans une contradiction, dans un paradoxe que je voudrais développer et puis voir avec vous comment on peut y apporter un certain nombre de réponses. Alors, je l'ai dit, le vieillissement et la longévité, c'est changer radicalement notre manière de penser et de gérer les âges et les temps sociaux. Et pour sortir de ce paradoxe, il faut sans doute passer d'une gestion par l'âge, qui a été une logique de segmentation par l'âge, à ce que j'appelle un nouveau management des âges centré sur la diversité et la synergie des âges. Et puis, il faut penser la protection sociale, non plus seulement de manière curative, comme on l'a pensé auparavant, mais insister sur les politiques préventives qui investissent dans le capital humain tout au long de la vie. On voit bien que formation tout au long de la vie, mobilité tout au long de la vie, etc., suppose un changement de nos politiques sociales, qu'on a appelées au niveau européen politique du cycle de vie, c'est-à-dire des politiques qui sont neutres sur le plan de l'âge, j'y reviendrai dans le cours de mon exposé, qui sont neutres sur le plan de l'âge et qui s'adressent à l'ensemble du parcours des individus tout au long de leur cycle de vie. Alors, ce vieillissement et cette longévité, quel défi elle pose aujourd'hui? Le vieillissement, il faut le savoir, ce sera presque la moitié, ça concernera la moitié de la population d'âge actif en 2015 en Europe. C'est-à-dire 2015, c'est demain. Les 45-64 ans représenteront 43% de la population d'âge actif. Et le deuxième phénomène, c'est la contraction de main-d'œuvre, qui est liée à un effet de ciseau, c'est-à-dire les sorties massives en retraite des cohortes de baby-boomers. Ça a commencé en 2006 en France. Et pour vous donner une illustration chiffrée, une entreprise comme Renault va avoir à l'horizon 2015 à peu près 50% de sa main-d'œuvre qui va être renouvelée par le fait qu'il va y avoir des sorties à la retraite. 30% des cadres et 63% des non-cadres. Donc c'est un changement considérable. On n'a jamais connu auparavant une succession des générations aussi rapide dans le monde du travail. Et puis c'est aussi des enjeux pour l'entreprise parce que ce renouvellement rapide des générations au travail suscite un risque pour les entreprises de perdre leurs compétences clés, leurs compétences stratégiques, et que ça impose donc d'assurer leur transmission entre les générations. Et bien sûr, cette transmission, elle s'organise, elle n'est pas naturelle, elle est à organiser, et c'est actuellement un des problèmes que rencontrent les entreprises. Et puis, avec le deuxième aspect qui est la pénurie de main-d'œuvre liée au fait que les jeunes entrant sur le marché du travail sont des cohortes de l'après-baby-boom et donc sont moins nombreuses que ceux qui sortent à la retraite. Et donc, il y aura des pénuries de main-d'œuvre jeunes et se pose la question de l'attractivité des entreprises. Il faudra qu'elles soient attractives pour attirer ces jeunes. Il y a déjà des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, on le sait. Et puis, dans ce contexte, les seniors, dont vous allez voir que dans beaucoup de pays, ils sont inactifs très jeunes, représentent le principal réservoir de main-d'œuvre dans des situations de pénurie qui sont déjà là dans certains secteurs. Donc, une des solutions qu'on voit aujourd'hui développées comme objectif européen
et développé au niveau français, bien sûr, c'est prolonger la vie professionnelle, d'autant que, et là, je ne veux pas entamer la présentation de Jean-Charles Villard qui me succédera, mais d'autant que cette activité prolongée représente le levier principal d'équilibrage des comptes des retraites. Alors, l'autre aspect du paradoxe, c'est ce raccourcissement de la vie de travail qui est tout à fait impressionnant. Je rappelle les données de l'OCDE de 1998 qui avait lancé la question du vieillissement actif, donc de cette idée de prolonger l'activité, et qui indiquait qu'en 1960, un homme moyen d'un pays de l'OCDE passait 50 ans en emploi sur ses 68 ans de vie. Donc, une vie adulte consacrée longuement au travail, de manière continue, etc. En 1995, donc c'est pas très longtemps après, c'est pas 38 ans, donc en emploi sur les 76 ans de vie, bien sûr. Nous avons là l'effet de la longévité croissante. Donc ça veut dire qu'il ne passait plus que la moitié de son temps de vie au travail. Donc vous voyez la réduction de ce temps de travail. Et compte tenu de la situation française que vous allez voir, c'est sans doute un raccourcissement beaucoup plus marqué de la vie de travail auquel nous avons assisté. Et dans cette situation, eh bien, nous avons une vie de retraite qui devient aussi longue que la vie de travail. Bien entendu, dans la mesure où vous avez vu que le nombre de retraités augmente et que ceux qui sont en activité sont moins nombreux, eh bien, on a un problème évident d'équilibre des retraites. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais souligner, c'est un problème évident avec qui on produit demain. Parce que nous avons une seule génération au travail, écrasée de travail, et qui doit faire vivre le reste. Comment on maintient la compétitivité d'un pays au niveau international dans ces conditions? Et là, j'en arrive à la situation française, parce que, comme vous le savez sans doute, nous sommes un des mauvais élèves de l'Europe. L'Europe a adopté un objectif, le président français avec les autres, a adopté un objectif en 2001 qui était un objectif de 50% au moins de la tranche d'âge 55-64 ans en emploi à l'horizon 2010. 2010, c'est demain. Et vous allez voir que nous sommes très très loin de cet objectif et que donc il est manifestement inatteignable pour la France. Nous sommes donc lanterne rouge avec quelques autres pays, dont la Belgique, vous allez le voir, et nous stagnons en taux d'emploi à 38%, alors que la moyenne de l'Union européenne des 15 est 44% actuellement. À peine plus d'une personne sur trois, alors que nous devrions en avoir 1 sur 2 si nous approchions de cet objectif européen, à peine plus d'une personne sur 3 âgée de 55 à 64 ans est en activité en France actuellement, 15% seulement au travail après 60 ans. Donc nous sommes parmi les plus bas d'Europe. Et plus inquiétant, c'est que nous observons, c'est la DARES tout récemment qui l'a dit, peu d'infléchissement dans l'évolution de l'activité des seniors en France depuis 1995. Or, depuis 1995, nous avons fait une réforme des retraites en 2003, nous avons fait un plan d'emploi senior en 2006, révisé en 2008, et malgré tout cela, apparemment, on ne mobilise pas les bons leviers en France, puisque nous n'obtenons aucun résultat sur la remontée des taux d'emploi.
Et une autre singularité française, dont vous verrez qu'elle a les mêmes sources, qu'elle a les mêmes causes, c'est que le taux d'emploi des moins de 25 ans est l'un des plus bas d'Europe en France, c'est-à-dire que nous sommes mauvais sur l'emploi des seniors et nous sommes mauvais sur l'emploi des jeunes, et sans doute pour les mêmes raisons. En France, 30% de taux d'emploi des jeunes contre 40% pour l'Europe. Et je vous demande de regarder, donc c'est au niveau européen, je vous demande de regarder la courbe en haut, c'est la Suède, qui est à 70% de taux d'emploi des 55-64 ans. Je vous demande de regarder la France, qui est en bas avec la Belgique, avec une certaine stagnation, comme vous le voyez. Et je vous demande aussi de regarder la Finlande et les Pays-Bas. En jaune, les Pays-Bas. En vert, la Finlande, j'imagine. Ou en rouge, oui, je ne vois pas d'ici. Mais voilà, les deux montent, c'est ce que je voulais que vous voyiez. Depuis 1996, une remontée spectaculaire qui les met tous les deux, tous ces deux pays, qui étaient plus bas que nous pour la Finlande, plus bas que nous en 1995, en termes de taux d'emploi, et qui sont maintenant au niveau européen, qui ont remonté au-dessus de 50%. Donc, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire parce que d'autres pays l'ont fait. Et nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Donc, expliquer cette singularité française. Eh bien, on a parlé de contexte tout à l'heure. Moi, je vais vous parler du contexte en termes de contexte de politique publique. Je pense que l'explication est qu'en France et dans les pays d'Europe continentale plus largement, face à la même réalité démographique, c'est ce qui est intéressant, c'est que les pays européens étaient peu ou prou devant le même phénomène démographique. Il n'y a pas de choc démographique. C'était une chronique de vieillissement très annoncée. Et les démographes nous l'ont dit hier. Simplement, on a pris des options particulières qui ne sont pas celles de la Suède, par exemple. Donc, selon les pays, il y a eu des options politiques opposées devant cette nouvelle contrainte qu'est le vieillissement, des options politiques opposées en termes de formation, en termes d'emploi, en termes de protection sociale. L'Europe continentale, dont la France, et peut-être la France plus que les autres pays d'Europe continentale comme l'Allemagne, les Pays-Bas, au nom de la sauvegarde de l'emploi, et durant au moins 2 décennies, ont opté pour l'indemnisation de la sortie anticipée des seniors avec les pré-retraites et les mesures d'âge. On a dit il vaut mieux un retraité qu'un chômeur, il faut laisser la place aux jeunes. Donc on a opté pour un partage du travail en espérant qu'en partageant le travail entre les jeunes et les plus âgés, qu'on arriverait à se sortir des problèmes du chômage et des problèmes d'emploi. C'était une belle idée généreuse, mais le problème, c'est que ça a été contre-productif. Et ça, il faut le savoir, c'est que tous les pays européens qui ont opté pour cette politique de sauvegarde de l'emploi en sortant les plus âgés, eh bien, ont moins créé d'emplois, globalement, et ont moins sorti du chômage les jeunes que ceux qui ont opté, comme les pays scandinaves et le Japon, qui ont choisi de renforcer leur politique active de l'emploi en direction des plus de 45 ans, qui ont décidé de faire du préventif, de réhabiliter les personnes, de leur redonner de l'employabilité dès lors que celle-ci commençait à être en question, dès lors qu'ils montraient des vulnérabilités en emploi, on leur a donné des formations, on les a réhabilités s'il y avait des inaptitudes, etc. Tandis que dans nos pays, on a préféré, on s'est dit, les personnes les plus âgées, les travailleurs les plus âgés sont vulnérables, mais on a estimé qu'ils n'étaient pas reclassables et qu'il valait mieux leur maintenir un revenu en les indemnisant et donc en utilisant le système de protection sociale pour les indemniser. Et derrière, il y avait cette vision malthusienne
de l'emploi, qui était que l'emploi était une sorte de gâteau à partager, qu'il était d'une dimension fixe. Et là, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Et un jeune ne remplace pas un senior en emploi. Alors, la suivante. Alors, j'en viens à... Les démographes hier nous ont parlé de relativité de la notion d'âge, et moi je le redis dans les termes sociologiques. L'âge est un construit social. Je vais en donner un exemple. L'âge médian de sortie du marché du travail en France est 58 ans, c'est-à-dire la retraite effective. C'est avant l'âge de la retraite. Il faut remarquer. Donc, un quinquagénaire en France, dont on sait qu'il a très peu de chances de retrouver un emploi, qu'il est en chômage longue durée, il est déjà proche de la sortie à 50 ans, si c'est 58 ans. Toute différente est la situation en Suède ou au Japon, où en Suède, c'est 63-64 ans, l'âge médian de sortie du marché du travail, donc l'âge effectif de la retraite. Donc si vous prenez le même quinquagénaire, il n'a pas le même âge social. Il est encore loin, il est dans sa seconde partie de carrière, mais il n'est pas en phase de sortie. Et donc, ça veut dire que les investissements de l'entreprise en matière de formation, etc., elle va les faire parce qu'elle estime qu'il y a un retour sur investissement qu'on peut attendre. Tandis qu'en France, on estime qu'il est trop tard pour se former, en gros. Et on ne forme plus les gens à partir de 40 ans. Il y a alors qu'on devrait être dans une formation tout au long de la vie. On n'y est pas. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que ce construit social fait que quand on recourt massivement aux mesures d'âge, comme on l'a fait, on entraîne inévitablement une spirale d'effets pervers. D'abord, en se focalisant sur la variable âge et en disant, passé un certain âge, il vaut mieux, plutôt que reclasser dans l'emploi, il vaut mieux indemniser la sortie, eh bien, on se sert de l'âge après, massivement, c'est ce qu'on a fait en France, comme variable principalement d'ajustement aux fluctuations du marché du travail. Dès que ça va mal sur l'emploi, hop, on élargit les pré-retraites, on fait des sorties de plus en plus tôt dans le cycle de vie. Et la gestion des âges se réduit à une gestion segmentée par l'âge. Elle entraîne dépréciation, externalisation, parce que très vite, on considère que s'ils sont plus reclassables, ils sont plus employables. Donc, vous avez une sorte de date de péremption qui se met à la place de l'âge. Vous devenez comme un yaourt. Je veux dire, vous êtes périmé, vous êtes plus bon dans l'emploi. Bon. Et externalisation, bien sûr, c'est la conséquence de la date de péremption. Et bien sûr, discrimination à l'encontre de l'âge. Alors là, la discrimination, elle ne s'arrête pas aux plus âgés. Bien sûr qu'elle va jouer aussi à l'encontre des plus jeunes. Et c'est pour ça que le problème de la singularité française, c'est à la fois d'être mauvaise, d'être un pays où on est mauvais sur l'emploi des seniors, comme sur l'emploi des juniors. Parce que les jeunes, ils sont inexpérimentés, les vieux ont une expérience obsolète, mais les jeunes, ils sont inexpérimentés, et donc on va les tenir aux lisières de l'emploi. Résultat, une seule génération est au travail, je l'ai dit,